La personnalité de Sébastien Lecornu. Vraiment, je trouve que l'une des choses les plus intéressantes de Thomas Bonnet, c'est que voilà quelqu'un qui est ministre depuis 2017 et qu'on ne connaît pas. Et je trouve que finalement, c'est une bonne chose. Ça en dit beaucoup. Et la deuxième chose que j'ai... Mais oui, bah oui, parce que ça veut dire que... Je vous écoute. Mais non, mais je trouve pas ça inintéressant dans le monde d'aujourd'hui. Non, mais vous avez fait tout un portrait en négatif. Moi, je trouve que ça dit beaucoup de l'époque, quoi. Voilà un homme qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, donc c'est super. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup de l'époque. Il y a une autre époque, vous auriez dit, ce Premier ministre est formidable parce qu'il est ceci, cela. Là, vous dites, il n'est pas ceci, pas cela. Bah oui, mais parfois, on aime les gens. Eh ben, on aime les gens pour les défauts qu'ils n'ont pas. Ça peut exister aussi. Moi, je parce qu'il n'est pas agaçant, urticant comme d'autres. Bon, et alors je voulais vérifier ça avec vous. Le détail n'existe pas. Il a été tenté par la vie monastique. Oui. Ah, alors vous voyez, je l'ignorais. Si. Donc ça, moi, je trouve ça très... plus que ça, oui, ça dit... voilà, il a été tenté par la vie monastique. C'est quelqu'un qui a le sens de l'engagement au sens large, puisqu'il a même été officier de réserve dans la gendarmerie. Ce qui, là aussi, dit quelque chose de son parcours personnel, même, plus que politique. Je suis assez d'accord avec le portrait que vous en avez dressé ce matin. Je précise aussi quand même que c'est un homme qui, effectivement, n'est pas connu du grand public, mais qui agit en coulisses depuis très longtemps et qui a de bonnes relations avec une grande partie de l'échiquier politique, ce qui va aider dans la période dans laquelle on est. Quand je dis il est inconnu, évidemment, les journalistes le connaissent, mais... Pour reprendre une formule célèbre de Thierry Roland, qui me disait il peut descendre tranquillement les Champs-Élysées et les remonter, il ne sera pas ennuyé. Et Thierry, qui avait le sens de la formule, résumait parfois ça. Mais celui qui le connaît peut-être le mieux autour de la table, c'est notre ami Vincent Hervouette, puisqu'il a été ministre des Armées, qui est quand même un de vos domaines. Parce qu'il était conseiller de Bruno Le Maire, jadis. Oui, alors Bruno Le Maire, il a tout fait pour ne pas le faire monter, Bruno Le Maire. Oui, parce qu'ils ils étaient en conflit tous les deux. Bruno Le Maire, il y avait une forme de jalousie, parce qu'il prenait un petit peu de lumière. Alors, évidemment, avec Bruno Le Maire... il n'a pas écrit de livre, par exemple, Sébastien Lecornu. Il n'a pas écrit de livre pour expliquer... Je trouve ça bien, vous voyez. Pascal, le livre, ça se fait quand on est plus en poste. Très bien. Pourquoi vous dites ça? Parce que les livres de Le Maire n'ont pas d'intérêt, vous le savez. Il a écrit un livre, Ah bon, alors ils ont un intérêt. Il a écrit un grand discours. Enfin, il n'est pas là pour écrire des livres. Il a écrit un grand discours, celui que l'on prête à Dominique de Villepin. Voilà. C'est le discours de Le Maire, quand même. Bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y en a un qui veut écrire des livres chez Gallimard, on lui demande pas ça, on lui demande d'être ministre de l'économie. Mais non, mais c'est vrai. Il y a une époque, on s'en serait réjoui, on aurait dit, voyez, la France est un pays littéraire. Oui, mais plus aujourd'hui. Ah oui, mais alors tout est foutu à la poubelle. Plus aujourd'hui. Oui, on devrait interdire aux critiques littéraires et aux ministres d'écrire des livres. Voilà. Bon. Terminé, Vincent Hervouette. Non, je ne vais pas commencer. C'est bien. Non, mais Lecornu, c'est vrai qu'il est un peu diabolique parce qu'il est lisse et que tout le monde l'aime beaucoup avec son côté old school, sa cravate de travers et son air chafouin. Alors qu'en fait, il est très aimable et il a eu... c'est extraordinaire. Vous venez de leur faire un portrait. Moi, j'ai pas vu un portrait en creux. Il a même... D'après ce que vous dites, il a même eu une vocation rentrée. Donc il a eu plusieurs vies derrière lui. Il a 39 ans, il est tout jeune, on dirait un politicien dans son papier de soie, tout neuf. Alors qu'en fait, il a été ministre. Fessenheim, c'était à son époque. La fermeture de Fessenheim, vous qui êtes très attaché au nucléaire, vous devriez... le honnir pour avoir fermé Fessenheim. Vous l'avez complètement oublié. La débâcle qu'on vient de vivre au Sahel, il était ministre de la Défense. On devrait quand même lui demander quelques comptes. Eh bien non. Lecornu, c'est un homme qui, effectivement, par effet de contraste avec l'arrogance de tous ses pairs au Conseil des ministres, Lecornu est un type qui attire la sympathie parce que il avance modestement. Et c'est un élu de terrain. C'est un élu de terrain, n'oubliez pas. Oui, c'est un élu de terrain. Mais oui, bien sûr. Avec un vous vous rendez compte, c'est un ancien sénateur. Il a 39 ans, c'est un ancien sénateur. Il a dit cette vie derrière lui. Ça ne va rien donner. Hier, nous avons dit que le meilleur choix, c'était la dissolution. Et que quand le président devait prendre une décision, il prenait toujours la plus mauvaise, quand il avait le choix. Donc il aurait dû dissoudre, il n'a pas voulu dissoudre. Bon, à partir du moment où il ne veut pas dissoudre... Oui, mais donc l'Assemblée est toujours la même. Hein. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, pour la vie monastique, c'était dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé en 2024. Il avait partagé une confidence étonnante. Il avait confié avoir un temps songé à rentrer dans les ordres pour devenir moine bénédictin. Une tentation que certains ont peut-être eue ici. Il a expliqué être particulièrement touché par la manière dont les moines se saluent, front contre front,
Geste empreint de recueillement et de fraternité. À un moment de ma vie, a-t-il dit, à l'adolescence, pendant une période de discernement, période très intime, oui, à l'âge de 16 ans, j'ai pensé à être moine. Il a fait un livre aussi qui s'appelle Vers la guerre aux éditions Plomb. Non, mais moi je suis très sensible à cette dimension spirituelle, mais si on revient au terre-à-terre, le président de la République, c'est Monsieur Bricolage. Dans sa boîte à outils, il restait un macroniste, une espèce en voie de raréfaction. Qu'est-ce que va faire cet homme admirable? Il va essayer d'amadouer un peu le PS, peut-être un peu le RN, et il ne se passera rien. Moi, je veux bien qu'on fasse le portrait en creux, en plein de cet homme, mais en fait, il va être utilisé à des choses totalement subalternes. Il reste un macroniste qui ne vont pas faire avancer la France. Mais il vient du UMP, quand même. Il vient du UMP. Il est macroniste. C'était un vrai UMP. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même... C'est pas quelqu'un de gauche. Non. Donc déjà, ce n'est pas une mauvaise chose. En cela, ça traduit la volonté du pays. C'est pas un avis personnel que je donne là. Je dis que de mettre un Premier ministre qui n'est pas de gauche traduit la volonté du pays. Le pays est plutôt à droite, à 60 ou 70%. Vous définissez encore par la négative. Ben oui, ben on a échappé au pire. Je suis allé voir un peu ses prises de position sur l'immigration, l'insécurité, même avant qu'il soit ministre. Les propos qu'il partage sont plutôt en adéquation avec ce qu'attendent les Français. Il est pour agir fermement contre la délinquance, etc. On verra s'il peut. Bon. Alors, il fait partie du cercle intime du président, où ils sont quelques-uns, très proches. Donc il est co-responsable. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est bien évident. Donc ils ont précipité la France dans l'impasse où elle est, avec la dissolution de juin de l'an dernier, et aussi avec le message le vote de confiance. De mettre le ministre des Armées à Matignon. Enfin, pardon, mais pour moi, il y a un message là-dedans. Vous envoyez le ministre des Armées à Matignon. Il sera à Matignon ce que Jean-Noël Barrot a été au Quai d'Orsay, c'est-à-dire l'ombre portée de son maître. Oui, mais vous êtes sévère là. Hein. Non. Moi, j'ai pas envie d'accabler de responsabilité Sébastien Lecornu. Je pense que il est responsable du bilan, c'est le macroniste de chez macroniste. Il n'y a pas plus macroniste que lui. Si vous ne l'accablez pas, qui est responsable? En fait, personne n'est responsable avec vous. Je veux dire, vous êtes formidable, vous n'avez pas envie d'accabler personne. Personne n'est jamais responsable. Il est des vôtres. Mais il y a une chance. Il est depuis 2017, c'est celui qui a été le plus proche du président. Il est responsable du bilan quand même. Ou alors personne n'est jamais responsable de rien. Oui, mais il a été un bon ministre. Notamment aux armées. Les militaires l'adorent. Oui, mais il a fait son job. Les militaires adorent. Il est allé en Ukraine. À la place de Barrot, il l'a envoyé en Ukraine. C'est quelqu'un qui a des qualités. Je ne dis pas le contraire. Je l'ai en train de l'accabler. Il n'a pas encore commencé. Il n'a même pas pris le pouvoir. Encore. Mais s'il a commencé... Il a commencé depuis 2017. Il est dans le bureau du président. C'est un des collaborateurs les plus proches. Oui, donc il n'a pas réussi à infléchir sa politique. Pas qu'il avait son mot à dire sur l'économie. Ah bon? Non mais bon, Fessenheim par exemple. Franchement, vous êtes sérieux? Il n'a pas été. La Nouvelle-Calédonie quand il était ministre de l'Outre-mer. Bon, écoutez ce qu'a dit Monsieur Vallot. Monsieur Vallot, dont l'épouse est au conseil à la Cour des comptes. On juge quand même un homme à ses actes et une politique à ses résultats. Moi, je trouve que Lecornu est très sympathique quand on le rencontre comme ça. Oui. Il a un parcours absolument mirobolant alors qu'il est resté discret. Mais sincèrement, Fessenheim, quand il était ministre chargé de la chose, la Nouvelle-Calédonie, quand il était à l'Outre-mer, la Défense, vous dites qu'il allait en Ukraine. Vous trouvez franchement que ce qui s'est passé avec le bataillon français... Il a eu le meilleur budget pour la Défense qu'on ait jamais eu. D'accord. Oui, ça, c'est un argument. Vraiment, ça explique qu'il soit aimé des militaires. Oui, c'est un argument. Des militaires, bon, écoutez, en tout cas, il est un macroniste. Non, mais je ne veux pas jouer le rôle des avocats, mais j'ai pas envie de l'accabler tout de suite. Personne n'a envie de l'accabler. Tout le monde voudrait y croire. Laissez-nous quand même un peu de scepticisme. D'abord, on est payé pour ça. On a envie d'y croire. On a vu un peu de stabilité. Voilà. Non, on a le droit de... la stabilité. Vous trouvez qu'il y a de la stabilité là? Non. C'est la plus grande. Après la dissolution et après la démission. En l'accablant, quoi. Non, mais franchement, c'est de votre faute. On est dans une impasse. C'est retour à la 4ème République. Il a un physique de 4ème République. Il est à sa place à Matignon. Voilà la vérité. Vous voyez, vous êtes vraiment sévère. Hein. Non, là, je dirais pas qu'il est... D'abord, ça veut rien dire, un physique de la 4ème République. Si, un peu vieux jeu. Non, mais... Il a 39 ans. Je ne dirais pas que c'est un homme de la 4ème République. Vous trouvez qu'il a l'air d'avoir 39 ans? Je pense que François Bayrou était un homme de la 4ème République, mais pas projeté. Elle est en forme. Bon, est-ce qu'on peut écouter Monsieur Vallot Monsieur Vallot qui était ce matin à RTL. Bon, d'habitude, ils sont plus sur France Inter, où l'attaché de presse... Ils sont en grève, France Inter. France Inter est en grève? Oui, j'ai vu qu'il y avait l'attaché de presse du Parti Socialiste et M. Cohen est en grève? J'ai vu ça ce matin. Non. Ils mettent quoi à la place? Ça, bonne question.
Bon, écoutons Monsieur Vallot. D'abord, le sentiment qui est le nôtre, c'est celui à la fois de la colère, avec en plus la tristesse de l'humiliation supplémentaire qui est infligée aux Françaises et aux Français, qui attendent le changement. Après 2 échecs consécutifs de gouvernement et de Premier ministre qui ont servi la politique macroniste, cette espèce de réitération a quelque chose de fou. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Donc vous censurez le gouvernement par définition, une opposition ne se prive d'aucun de ses moyens constitutionnels. Aujourd'hui, ça n'est pas tant à nous d'aller à M. Lecornu que M. Lecornu de venir à nous. Je rappelle que le Parti socialiste a fait 1,7% aux dernières élections présidentielles. Je rappelle que le Parti socialiste est majoritaire à France Inter, qu'il est majoritaire au Conseil d'État, qu'il est majoritaire à la Cour des comptes, qu'il est majoritaire au Conseil constitutionnel, qu'il est majoritaire partout, alors qu'il ne représente rien. 1,7%. S'il représente 1,7%. Après, c'était Madame Hidalgo qui était envoyée, donc ceci explique cela. Oui, mais peu importe. Le courant du PS, qui est porté par les attachés de presse de France Inter, représente 1,7%. C'est tout. 66 députés à l'Assemblée, dont beaucoup ont été élus grâce aux voix de LFI. Et ils feront tout, ce sera leur candidat. Est-ce que ce sera, je sais pas, ou le retour de M. Hollande, M. Glucksmann, je n'en sais rien. Ils feront tout, le service public. France Télévisions, Delphine Ernotte n'a toujours rien dit d'ailleurs. Delphine Ernotte aux abonnés absents. Tous ces gens ne veulent pas dire un mot sur le scandale d'État qui s'est passé la semaine dernière. On est aux abonnés absents. Mais c'est ainsi. Et Gérald Darmanin, qui sera sans doute reconduit d'ailleurs dans le gouvernement, était ce matin sur RTL pour l'interview politique de Marc-Olivier Fogiel, qui aura donc mis jusqu'un jour pour faire les interviews politiques à la place de son ami présentateur Thomas Soto. Écoutons Gérald Darmanin. Ce Premier ministre, moi j'ai toute confiance en lui. Il a une grande capacité de dialogue, je le connais en effet personnellement depuis extrêmement longtemps. C'est quelqu'un qui vient du peuple, qui est en considération des gens du peuple. Et j'espère, je souhaite qu'il aura en face de lui des interlocuteurs qui vont travailler pour la France. Il ne faut pas juger des gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. C'est ça, être un homme libre. Sébastien Lecornu, je le sais, je l'espère, je l'aiderai, tendra la main, sera un homme d'écoute, de dialogue. Et il n'y aura pas de toute façon d'autre avenir pour le Premier ministre, comme le gouvernement, mais comme notre pays, sans dialogue. Bon, alors... Oui, mais vous dites que c'est un Premier ministre de gauche, pardonnez-moi, mais là, quand on voit les déclarations, on voit que l'issue pour M. Lecornu, ce sera plus à gauche qu'à droite, parce que le RN a un discours plus dur que celui du PS. Il a des relations cordiales avec le RN. Oui, mais enfin, ils ne sont pas très aimables avec lui, hein, alors que le PS dit, peut-être... non, mais alors, il faut décoder. Pourquoi le RN veut des élections législatives? Parce qu'ils sont hauts dans les sondages. Non. Parce que Marine Le Pen veut tester sa candidature. Non plus. Parce que non plus. Le RN, et c'est humain, veut gagner pour faire une loi d'amnistie pour que Marine Le Pen puisse se présenter en 2027. Bien sûr, mais c'est humain d'ailleurs. Vous seriez Marine Le Pen, vous feriez la même chose. C'est humain. Ça fait très magouille. Hein, mais non, vous avez le sentiment que la justice vous a exclu de vous présenter. Que c'est une injustice. Vous avez ce sentiment. Donc Marine Le Pen, elle se dit, moi, elle va jouer la dissolution, parce que si elle gagne, il y a une loi d'amnistie et elle peut se présenter. Mais loi d'amnistie, mais on ne fait pas une loi d'amnistie pour une personne. On fait une loi d'amnistie pour des faits, pour la guerre d'Algérie. Pour les gens qui sont condamnés, quand vous êtes condamné, quand vous êtes condamné par la justice, vous ne dites pas ça me convient pas. Je n'ai pas d'informations. C'est une hypothèse que je dis là. Elle ne m'a pas dit cela. Madame, dans un café du 7e arrondissement. Elle ne m'a pas dit ça, Madame Le Pen. Je n'ai pas de contact sur ce plan-là avec elle. Je me dis que c'est une stratégie qui est une possibilité. C'est-à-dire parler de 4ème République, alors là, on est dans la magouille. Non, mais elle peut aussi tester sa candidature. Ce n'est pas forcément la magouille. C'est-à-dire qu'elle peut considérer que... En fait, sur le fond, pardonnez-moi, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle, je trouve que c'est... La magouille, elle est peut-être là. La dernière loi d'amnistie... Elle est peut-être là. La dernière loi d'amnistie pour des affaires financières politiques remonte
si je ne me trompe pas, à 1993. Oui, alors c'est peut-être pas amnistie, c'est le non-exécutoire ou que sais-je. Qui proposerait une auto-amnistie. Alors je dis pas amnistie, alors vous avez raison. Vous avez raison, c'est pas amnistie. Ouais. Je vais dire que simplement que lorsque tu as été condamné, tu puisses te présenter à une élection présidentielle. Mais est-ce que c'est normal de pouvoir se présenter quand on a un casier judiciaire? Moi, enfin quel que soit le parti, moi quand je suis devenue avocate, on m'a demandé un casier judiciaire vierge. Est-ce que c'est normal quand on a un détournement de fonds publics ou d'autres infractions qu'on puisse se soumettre au suffrage universel direct? Écoutez, la question, vous la posez, et après, c'est quel que soit le parti. Mais c'est aux électeurs de répondre à ces questions. C'est donc, pas à vous ni à moi. Quand on est condamné par la justice, on peut se présenter. Moi, que Adrien Quatennens soit à l'Assemblée, c'est pas un problème. Sauf, Sarah, que moi, la justice, aujourd'hui, j'ai une défiance XXL. Oui, comme beaucoup de Français. Voilà. Donc, et quand je vois l'élection d'Emmanuel Macron et comment ça s'est passé avec François Fillon, j'ai une défiance XXL. Et c'est tout. Oui, comme beaucoup de Français, les sondages. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai le sentiment parfois qu'il y a une justice pour les gens de droite et une justice pour les gens de gauche. Donc arrêtons, la justice peut se tromper, comme tout le monde, etc. Que dites-vous? Comme dans toutes les républiques bananières. Non, mais dans tous les pays corrompus, vous avez ceux qui sont du côté du pouvoir échappent à la sanction et ceux qui sont dans l'opposition risquent d'avoir à demander des comptes. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent. Vous avez la semaine dernière le numéro 2 du gouvernement britannique, la vice-première ministre, qui a sauté, qui a dû démissionner. Pourquoi ? Parce qu'elle a acheté un appartement dans une petite station balnéaire avec vue sur la mer, qu'elle a payé 950 000 €. Et il y avait 40 000 € d'impôts si c'était une résidence secondaire. Et elle l'a déclaré en résidence principale. Ou du moins, elle ne l'a pas déclaré en résidence secondaire. Alors elle a expliqué qu'on l'avait mal conseillée, qu'elle était distraite, qu'elle était négligente. Pas un problème. On lui pardonne. Sauf que la règle ministérielle, c'est qu'elle a disparu. C'était la vedette du gouvernement. Ouais. Elle est dehors. Et sa carrière politique est terminée. Vous voulez que je vous fasse ça, en France, vous ne verrez jamais ça. Si, François vous voulez Fillon, que je vous fasse la liste de tous les politiques qui ont été condamnés? Fillon est une exception. C'est une encyclopédie qu'il faut. Bon, Jérôme Cahuzac. Chirac n'a pas été condamné. Jérôme Cahuzac. Emmanuel n'a pas été condamné. Les époux Balkany. Bon, un mot quand même sur Monsieur Le Cornu. Alors d'abord, je disais amnistie tout à l'heure, et le terme n'est pas exact, ça peut être une nouvelle loi, mais je maintiens une chose que je pense que une grande partie des gens peuvent penser, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à une élection présidentielle alors qu'elle représente 35% du pays, c'est juste scandaleux. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, vous pouvez le dire. C'est juste scandaleux. Mais là, vous mettez les deux débats différents. Non, parce que cette situation... c'est juste scandaleux. Je veux dire, et attention, parce que les effets sont boomerang. Hein, parce que les gens, ils acceptent pas ça. Tu as eu l'affaire Fillon, ça commence à faire beaucoup. Mais si cette donc loi elle doit pouvoir se présenter. Vous pouvez avoir... Je dirais la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Alors pourquoi ne pas avoir supprimé cette loi tout de suite quand ils sont arrivés à l'Assemblée ? Si cette loi est parfaitement injuste, pourquoi ne pas l'avoir supprimée? Oui, mais vous avez raison, je mélange, vous avez raison. Parce que si ce que vous jugez anormal, que beaucoup de gens jugent mais vous aussi, j'imagine. Moi, je juge anormal, en effet. Bon, mais tout le monde juge ça anormal. Mais de rectifier cette situation par une combine, moi, ça me semble pas aller dans le bon sens. Alors, c'est possible. Voilà. C'est pas une combine, c'est une loi. Non, mais je veux dire c'est une loi dont on a un intérêt personnel. Enfin, c'est pas au juge de faire l'élection présidentielle. Oui, mais ça, c'est un pardonnez-moi. Mais une combine au profit d'une seule personne, je ne crois pas que ça va restaurer la confiance. On termine sur Monsieur Le Cornu avec deux petites informations. La proximité avec Bellatar, elle est exacte, pas exacte? C'était au Maroc lors du déplacement officiel d'Emmanuel Macron. Il se trouve que j'y étais et j'ai constaté en effet ces images qu'on a après rapportées grâce à Sacha Robin à l'époque de cette proximité. Sébastien Lecornu s'en était défendu, enfin son entourage plus exactement, en disant qu'il ne le connaissait pas, qu'il l'avait pris pour un technicien. C'est pas ce qui apparaissait clairement sur les images. Je ne sais pas quel est leur niveau de proximité. Je ne peux pas croire que Sébastien Lecornu, étant un proche, parmi les proches du président de la République, ignore qui est Yacine Bellatar, dont on a dit très longtemps qu'il avait l'oreille du président de la République. Ouais, c'est un peu fâcheux quand même. Après, je pense qu'ils ne partagent pas évidemment la même idéologie. Il ne s'agit pas de dire ça. Il y a quand même des lignes rouges. On est en train de chercher des poux quelque part. C'est vraiment incroyable. Mais vous voulez... Attendez, Bellatar, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Georges, vous voulez un poste? Non. Vous cherchez un ministère de la Justice? Non, non, mais il y a la cocarde. Non, mais attendez. On est trop sévère. Non, mais je suis trop sévère avec vous. Le Premier ministre qui tienne la route. Bon,
Vous pourriez frayer avec des personnages comme Bellatar, par exemple? Moi, avec Sébastien Lecornu, oui, mais Bellatar, je le connais pas. Oui, mais lui, il le connaît. Moi, je trouve qu'il y a quand même des lignes rouges de temps en temps. Vous lui donnez trop d'importance à cette affaire. Bon, j'étais avec hier à Europe 1 avec Monsieur Georges. Et il trouvait que c'était anxiogène, le discours de Il se lève à 4h du matin maintenant parce qu'il écrit ses mémoires, comme le général de Gaulle. Vous êtes levé à quelle heure ce matin, Georges? J'écris pas mes mémoires, j'écris autre chose, vous le savez. Il écrit des portraits de nous. Oui. Ah bon? Oui. Ça va faire mal. Ah oui. J'ai consacré tout un chapitre à ce monsieur. Vous auriez qui pu le dirige. Mettez-le en couverture, hein, Georges. Ça va faire vendre. Et vous êtes levé à 4 heures ce C'est ma matin, liberté d'auteur. Et vous avez raison. Moi, mais bien Il y a de sûr. quoi dire, hein, je vous le dis. Ah bah, j'imagine. Je suis déjà inquiet, je tremble. Vous avez interrogé les proches, pas, Georges? Et il se lève à 4h du matin. Oui, c'est vrai. Et il nous fait de la philosophie. Donc c'est pour ça qu'il arrive là à 9h, mais il est déjà fatigué. Ah oui, bien sûr. Et à 16h,